La RDC fait-elle une marche à reculons? Notre pays fait-il du surplace? Il faut dire que depuis la mise en place des nouvelles institutions issues des élections du 30 décembre 2018, le débat politique est souvent tourné autour du pouvoir des uns et même des personnalités sans pénétrer le fond ou des questions essentielles liées par exemple au social et au développement du pays. Ce soir, nous vous dirons ce que vous n'avez peut-être pas encore entendu depuis la mise en place de ces institutions avec un invité qui n'a jamais sa langue en poche, le professeur Auguste Mampouya, qui nous disons bonjour. Bonjour Jean-Pierre. On espère que vous allez bien, professeur. Ça va. Vous serez interrogé. Les circonstances. À circonstances très difficiles, avec la crise sanitaire qui nous frappe de plein fouet. Vous allez être interrogé dans cette émission spéciale par Christopher Ochokou, notre confrère de Télé 50. Christopher, comment allez-vous? Je me porte bien, j'espère que vous aussi. Jean-Pierre, très honoré ce soir d'échanger avec le professeur ordinaire émérite Auguste Mampouya. Auguste Mampouya qui vient d'ailleurs de publier une réflexion, une publication scientifique sur l'état d'urgence, la constitution de la République démocratique du Congo et le fonctionnement des institutions. On y reviendra si nous aurons un peu de temps dans cette émission, prof, mais l'actu oblige, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur le coronavirus avec les dégâts que la pandémie crée ici chez nous, tellement de décès, tellement de cas contaminés. Est-ce que vous vous sentez inquiet? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un relâchement en ce qui concerne les mesures préventives édictées par l'OMS et le gouvernement? Les mesures ont été prises et n'ont pas beaucoup changé. Il n'y a pas de relâchement. Vous parlez de relâchement. On ne peut parler de relâchement que si vraiment les Congolais avaient pris ces mesures. Comme on dit, on prend le taureau par les cornes. Ils avaient accepté et appliqué, mis en œuvre ces mesures. On s'est rendu compte que dès le début, beaucoup étaient sceptiques. La majorité des Congolais ne croient même pas dans l'existence d'un virus ou de la maladie. Pourtant, on voit des gens mourir. Moi, je me dis, le Congolais, peut-être, il ne croit que ce qui lui est proche. Quand il aura enterré quelqu'un dans sa famille, alors seulement à ce moment-là, il croira à l'existence de cette maladie. Mais elle existe bel et bien. Et elle sévit à travers le monde entier, y compris chez nous. Il n'y a pas de raison qu'elle soit meurtrière partout sauf chez nous. Si, il y a des circonstances qui font qu'elles sont moins meurtrières, non seulement au Congo, mais dans beaucoup de nos pays d'Afrique, par rapport aux autres continents. Mais elle n'empêche que cette maladie est réelle. Alors si les mesures ont été proposées par des scientifiques, des autorités scientifiques et des autorités politiques à leur suite, il faut les respecter. Et ce ne sont pas des mesures compliquées. Se laver les mains, j'espère que tout le monde se lave les mains chaque jour. Mais on vous dit, lavez-vous les mains un peu plus souvent. C'est quelque chose d'agréable. Je disais, j'ai un petit-fils, quand il vient à la maison, ma petite fontaine qui est à la maison, là, on doit la remplir 3 fois, parce que lui, de lui-même, de tout le temps, il arrive toutes les 5 minutes, vous voyez à la fontaine, il se lave les mains. On dit, mais Lilian, qu'est-ce qui se passe? Non, je lave les mains. Donc en réalité, laver les mains devrait être un jeu d'enfant, quelque chose de naturel, un jeu d'enfant, parce qu'il s'agit d'un enfant celui-là. Mais non, il y a des Congolais qui disent, bon, ils trouvent un prétexte, chez nous il n'y a pas beaucoup d'eau, vous voulez qu'on se lave comment et tout ça. Mais ça c'est un prétexte. Parce qu'on ne vous a pas dit de vous laver 1 litre d'eau à chaque séance, à chaque fois que vous le faites. En même temps, on vous dit, mettez-vous un peu à distance les uns des autres. Ça, ce n'est pas compliqué. Je sais que nous sommes habitués dans notre culture de rue d'être toujours à côté, les bras dessus, dessous, etc. On est assis à côté, on se tape sur les genoux. Bon, il faut arriver à nous discipliner un tout petit peu. Parce que cette maladie communique de cette manière-là. Alors évitons cela. Les gens ne veulent pas le faire. Quand on parle de porter le masque, j'ai enlevé le mien parce que je dois parler de manière plus ou moins claire devant le micro, mais j'ai mon masque. C'est vrai que, et puis moi-même, quand on nous dit rester à la maison, on ne nous a pas demandé ça spécialement parce qu'on n'est pas confiné véritablement. Il n'y a que la commune de la Gombe qui est fermée, mise en quarantaine pratiquement,
mais toutes les autres communes sont ouvertes. Mais moi, je reste à la maison. Je n'ai pas à bouger. C'est peut-être la première fois depuis 10 jours, parce qu'il fallait que je vienne à cette émission. Mais si je n'ai rien à faire, pourquoi se promener? Il y a des gens tout le temps dans les rues et qui ne font rien. Déplacez-vous quand vous avez quelque chose à faire. C'est bien ça, tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué. Et je ne crois pas que là-dessus, on est en train de nous torturer. C'est vrai que tout cela a plombé la vie économique, et c'est malheureux pour l'économie de notre pays. J'espère que les autorités politiques sont en train d'étudier les moyens d'alléger cette chape qui s'est mise sur notre économie, et que nous pourrons sortir de la crise sanitaire avec la possibilité de relancer notre économie. J'ai confiance dans les autorités, je pense qu'elles y pensent, et quelque part les mesures pour cela, en tout cas c'est leur devoir. Professeur Auguste Mampouya, on sait que vous ne parlez que très peu, et quand vous décidez de sortir de votre tanière, vous restez esclave de la science. Tout à l'heure on parlera de cette publication scientifique que vous avez faite, mais je voudrais... La science juridique doit aller de pair avec la politique. Si vous faites la politique sans respecter le droit, alors là, c'est une catastrophe. De même que la politique, le droit, doivent aller de pair avec la moralité, l'éthique. Tout ça est lié. Nos pères en sciences politiques nous ont expliqué, ça depuis Aristote, que s'il n'y a pas de justice sociale, s'il n'y a pas de vertu dans l'action politique, le pouvoir politique n'a pas de légitimité. Et ils sont allés loin en disant même que si un pouvoir n'est pas dans cette justice-là, le peuple a le droit, en tout cas, de se rébeller contre lui. Donc c'est bien lié, tout est lié. Quand j'entends aujourd'hui, vous le savez, moi je suis en politique, c'est pas le droit, hein, vous faites le droit, mais c'est la politique. On est souvent, le droit s'incline là où la politique règne. Si le droit s'incline, c'est la mort de la société. L'anarchie. C'est l'anarchie. Il faut qu'il y ait conciliation. Ça, c'est vraiment ma profession de foi. Conciliation entre politique, droit, éthique, rationalité. Le 4e membre de ma formation, c'est la rationalité. On vous dit non, tout ça c'est des théories, nous on fait la politique. Moi j'ai demandé aux gens, mais vous voulez qu'on veut arriver au pouvoir, qu'est-ce que nous avons? Non, tout ça vraiment on verra après, il faut d'abord que Kabila parte. Moi je ne peux pas faire la politique comme ça. Il faut que nous sachions ce que nous vivons, que nous sachions comment nous allons le transformer pour dire aux gens, voilà ce qui va mal sous Kabila ou sous d'autres, etc. Nous allons mieux faire en leur montrant. Dire, non, mais on ne dévoile pas. Vous ne dévoilez pas quoi? On ne peut pas dévoiler votre stratégie. Ça, c'est pas de la stratégie. La réflexion politique, c'est pour ça. C'est ça que la politique. Est-ce que vous avez l'impression, donc, professeur Auguste Mampouya, que le débat politique dans notre pays depuis des lustres est superficiel et qu'il n'intègre pas des questions fondamentales? C'est un débat pour arriver à des postes. C'est pour ça que ceux qui cherchent autre chose que ça ne réussissent pas, entre guillemets, en politique au Congo. L'objectif fondamental de la majorité des politiciens, c'est d'arriver à un poste. Je ne dis pas aller à un poste pour transformer le pays, arriver à un poste. Dès qu'il est arrivé, c'est fini, il a réussi, il a tout ce qu'il a. C'est ce qui justifierait, par exemple, le fait que depuis des dizaines d'années, aujourd'hui, disons depuis 2011, aujourd'hui on est pratiquement en 2020, que l'on parle incessamment des élections. À tout moment, des élections, des politiques, etc. Pendant longtemps, depuis 2011, qu'on dise ce qu'on a fait d'autre. Tous les débats dans la presse entre les politiciens, ce n'était que ça. Autour des élections. Tout autour des élections. Pendant 10 ans, on a tourné en rond autour des élections. Et puis, on évolue un peu, mais ça reste toujours dans les mêmes eaux. Départ de Kabila, il doit partir. Non, Kabila doit rester. Hein? Kabila doit rester. Prochaine hostilité, etc. Kabila désire, Kabila toujours. Non, Kabila doit partir, Kabila doit rester. Pendant 10 ans, on a tourné en rond. Comment voulez-vous que
vous qui parliez du social, où a-t-il sa place là-dedans? C'est pour ça que je dis... Kabila n'est plus. Est-ce que la donne a changé? Est-ce que vous avez l'impression que le discours, lui, n'a pas changé? Les acteurs sont les mêmes, ancrés dans les mêmes habitudes. Maintenant, on est en train de dévoyer quelques-uns des mots d'ordre ou des paroles chères au nouveau président de la République. Démocratie, état de droit, etc. Ça devient des slogans. Vous dites qu'on est en train de les dévoyer. Oui, oui. Les détourner de leur sens originel. De leur sens et de leur but essentiel. Par qui exactement? Non, mais tous ceux qui, dans ce genre de régime qui sont les nôtres, tournent autour du pouvoir pour en profiter. L'on accuse, vous êtes un des éminents juristes du pays, l'on accuse parfois les juristes de vouloir endormir le peuple. Vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas parler de politique sans droit, sans éthique, mais des fois on se dit qu'on a besoin de beaucoup plus de dynamisme et non de tourner autour des textes, autour du pot, et ce, en tournant le dos au social de la population. Vous savez, il n'y a pas que les juristes qui tournent autour des textes. Aujourd'hui, tout le monde est devenu juriste au Congo. Et encore plus près, tout le monde est devenu constitutionnaliste. Tout le monde connaît tout. Tout le monde en parle. Vous savez où se trouvent les plus grands spécialistes du droit et du droit constitutionnel dans notre pays? Sur les réseaux sociaux. Et surtout en ce temps de confinement partiel. C'est là qu'ils sont les plus grands savants, les plus grands professeurs de droit constitutionnel, sont des professeurs de réseaux sociaux. Alors, vous voyez, dans cette atmosphère-là, c'est facile d'en parler. Mais je dis le droit, oui, parce que remarquez, nous avons à peine raté, heureusement, une crise grave au sujet de l'état d'urgence qui a été provoqué par qui? Non pas parce qu'il y a eu le président qui a dit ceci, parce que le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée ont dit ceci, non. Dans les réseaux sociaux, c'est là que ça prenait naissance. Il y a eu des soupçons de la destitution du chef de l'État. Moi, j'avais lu déjà quelqu'un de sérieux. Hein. Si le président n'exige pas à l'avance de connaître l'ordre du jour du Congrès, qu'il n'accorde pas le Congrès. Parce que l'objectif est de le destituer. Mais dès que vous dites ça, comment voulez-vous que les choses marchent? Le Congrès, c'est une institution constitutionnelle. Quand quelqu'un évoque, où voyez-vous la destitution du président, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, c'est dû à quoi? Voilà où je fais le lien avec le fonctionnement de notre État. C'est dû au fait que ceux qui disent ça, croyant rendre service au président de la République, croient bien le faire en l'opposant à ceux qui ne sont pas de leur camp. Alors, tout ce qui vient de ce camp-là est mauvais, et on vilipende, et c'est là que tout devient faussé. Est-ce que le problème, professeur, ce ne sont pas les textes qui parfois ne sont pas très clairs? En parlant de l'état d'urgence, on rappelle que vous venez de publier un ouvrage, État d'urgence, constitution de la RDC et fonctionnement de l'État, et vous posez des questions sur l'état d'urgence décrété ou déclaré par le président Tshisekedi et tout le débat qu'il y a eu autour de ça. On nous a fait croire beaucoup de choses autour de ça. Un faux débat, justement, qui était né dans les réseaux sociaux, et bien avant ça, parce que rappelez-vous... Dans les réseaux sociaux alimentés même par des éminents juristes. Des juristes spécialistes des réseaux sociaux. Les juristes, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études de droit. Ça s'arrête là. Avoir fait des études de droit, ça ne suffit pas être juriste. Juriste, c'est un métier. Un diplôme de droit est un diplôme. Comme vous pouvez avoir un diplôme de journalisme sans être journaliste, parce que vous faites autre chose. C'est ça. Alors, je dis que c'est venu des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tous les thèmes qui ont tourné autour de cette crise, ou qui étaient au cœur de cette crise, avaient pris naissance déjà dans les réseaux sociaux. Le président doit dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Parce que ces gens-là sont en train de bloquer sa politique et tout ça. Pourquoi on rêve?
Mais ça, c'est dû aussi au fait que, tout simplement, ils estiment qu'il y a le président, et en face de lui, il y a ceux qui ne sont pas de sa famille politique. Il faut opposer ces gens-là. Alors qu'ils ont décidé d'aller en coalition. Alors qu'ils ont décidé d'aller en coalition. Et s'il n'y avait pas coalition entre suscité ou initié par l'actuel président de la République et son prédécesseur, et ceux qui ont entraîné leur famille politique, s'il n'y avait pas coalition, on serait aujourd'hui. Après les élections de décembre 2018, on serait dans une situation de cohabitation. C'est-à-dire où le président est là, un roi régnant. Si vous êtes prêt à accepter ça, bon, on y va. On est dans la coalition. Le président est là, mais la politique du pays est entre les mains de ceux qui ont la majorité parlementaire. Nous sommes dans une situation où où le président n'a pas la majorité au Parlement, et où ceux qui ont la majorité au Parlement ont perdu la présidence. Et ça aurait été ceci, un gouvernement tout FCC, il serait peut-être pas 70, il serait peut-être moins nombreux, mais tous FCC. Et il n'y aurait pas un seul ministre, même pas un vice-ministre du camp du président Tshisekedi, du camp de l'UDPS et de ses alliés. Est-ce que vous voulez que... Est-ce que les gens de l'UDPS sont prêts à ça? Je ne crois pas qu'ils soient prêts. Parce que déjà, quand le gouvernement a été formé, ils ont dit, mais pourquoi on a donné à l'UDPS que 35%? Alors que c'est le président qui a gagné, le président a gagné la présidence, il n'a pas gagné les élections législatives. Et d'ailleurs, c'est une situation exceptionnelle par rapport aux résultats des élections. Parce que les résultats des élections auraient dû donner ce que je dis là, le gouvernement tout entier FCC, et le président se contente de signer les ordonnances, qui ne seraient même pas ces ordonnances. Et viennent du gouvernement. Oui, préparées par le gouvernement. Vous savez, c'est une situation, elle est inédite chez nous, mais elle existait ailleurs. 2 fois le président Mitterrand a été président de la République française, avec un premier ministre Chirac ou Balladur qui était de l'autre camp. Le président Mitterrand s'est contenté, pendant une bonne partie de son mandat, à signer les ordonnances du gouvernement de droite. Mais on sait que la cohabitation n'est toujours pas facile à Non, vivre. non, c'est une question de culture politique. Quand on dit ce sont les résultats des élections, on nous dit acceptons les résultats des urnes. Si les résultats sont ceux-là, il faut les accepter. Et moi je dis que ces 2 personnalités, Félix et Joseph, ont bien fait de réfléchir au-delà des résultats des élections. Et de dire, on est tous des Congolais, et chacun a sa pierre à mettre dans la construction commune, on se met ensemble. Vous dites justement tous des Congolais, or ayant pris part aux élections, il n'y avait pas que le camp Joseph Kabila et le camp Félix Tshisekedi, il y a un autre camp. Oui, mais ceux-là sont restés dans la conception traditionnelle, mauvaise Est-ce qu'il n'y a pas de la démocratie. C'est là justement par rapport à la volonté du peuple. Mais ils auraient dû rejoindre les autres. Parce qu'est-ce qui les oppose? Ceux-là, comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ensemble, qu'est-ce qui les oppose? Ne me parlez pas d'idéologie. J'ai côtoyé tout ce monde-là, tous. Et ils veulent tous la même chose. Je n'ai vu d'idéologie nulle part. Ils se disent. Il y en a même qui se disent socialistes. Il y en a qui se disent même de l'extrême gauche. Mais vous lui demandez quel est le contenu de l'extrême gauche. Quel est le contenu du socialisme? Dans votre programme à vous, quel est le contenu du socialisme qui est là-dedans? L'UDPS et le PPRD, social-démocratie. Mais ce n'est pas en disant on est social-démocrate, ça ne suffit pas. Il faut que vous montriez que vous avez des conceptions et une vision du monde, une vision de ce pays qui soit social-démocrate. Alors si vous êtes tous les 2 social-démocrates, pourquoi êtes-vous les ennemis les plus virulents de la scène politique congolaise? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que je dis, cette conception de la démocratie majoritaire que nous avons
je ne dis pas choisi, nous avons suivi, mimé, et même qu'on nous a imposé. Parce que nous n'avons pas eu le temps. Nous sortons de la colonisation, nous avons une constitution écrite en Belgique, promulguée par le roi belge, le roi des Belges, comme une loi belge, et qui était notre constitution, la loi fondamentale. Nous avons évolué là-dedans. Tout le reste a été des adaptations. Dans cette conception-là, on n'a jamais remis en cause cette conception de la politique. Donc vous, professeur, dans votre conception, l'opposition n'a pas de place. Il faut plutôt se rassembler, travailler ensemble, peu importe qu'on ait gagné ou perdu. Moi, je voudrais savoir la base de l'opposition. Si c'est un individu, parce que moi je ne l'aime pas, parce qu'il est mauvais, parce qu'il est voleur, attends, ça c'est une idéologie. C'est pour ça que je me dis, quand vous parlez des oppositions à l'étranger, ces oppositions ont une base, tout au moins dans la conception, dans la vertichan, c'est-à-dire la vision du monde, dans une conception de la vie ou dans une projection du Congo que l'on veut. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ces idéologies-là sont encore quelque peu existantes en Occident, et surtout qu'en Occident, des classes se sont cristallisées. Même si les idéologies se sont estompées un tout petit peu, quoi qu'on dise, même là-bas. Chez nous, c'est totalement inexistant. Là-bas, elles existent encore, elles se sont estompées, mais des classes d'intérêt se sont cristallisées. Donc, vous voulez qu'ici aussi, les classes d'intérêt se cristallisent. C'est-à-dire les riches, là, deviennent des nobles, etc. On ait des dynasties de députés, des dynasties de sénateurs, des dynasties de ministres, comme en Occident. Moi, je disais aux gens, est-ce que vous trouvez... C'est pour ça que nous, avec les miens, ceux qui réfléchissent comme moi, nous pensons qu'il faut limiter le nombre de mandats de tous les postes électifs. Tous. Pas seulement les députés. Même les députés, même au niveau des autres, à d'autres niveaux, il y a des élections. Pourquoi voulez-vous que des gens s'incrustent là-bas? Ne serait-ce que pour parler terre à terre. Nous sommes beaucoup de nombreux Congolais, 80 millions, 85 millions, c'est pas grand-chose, mais en tout cas nombreux. Pourquoi voulez-vous que ce soit les mêmes ou la même famille qui continue? Les dernières élections ont été un scandale. Il y a une famille qui détient 4 mandats. Et parfois, dans la famille, c'est le chef de famille qui a les 4 mandats, qui les a maintenant distribués à sa femme, à ses enfants, à son beau-frère, etc. Est-ce qu'on trouve ça? C'est ça la démocratie? Est-ce qu'on trouve ça normal? C'est pour ça que je vous dis, il faut dépasser les clichés là. Si vous posez la question, non mais c'est ça les élections, hein? On a gagné, on a gagné. Enfin, c'est quoi la conception? Et vous-même vous dire, parce que vous parliez de l'opposition ici, la démocratie, c'est le fait qu'il y a une majorité et une opposition. Qu'est-ce que vous avez dit là? Rien. Vous n'avez rien dit. Et chez nous, ça signifie tout simplement qu'il y en a qui sont au pouvoir et il y en a qui n'y sont pas. Et ceux qui sont au pouvoir ont les richesses du pays. Ceux qui sont au pouvoir, oui. C'est vraiment l'application de l'anglo-saxon winner takes all. Le vainqueur prend tout. On n'a pas dit winner wins all. Le vainqueur gagne tout. Non, il prend. Prendre, c'est vraiment prendre comme même. En Chiluba Kwangata. Donc il est là, il prend. Mais, je caricature un peu. Malheureusement, on a l'impression que c'est ça la situation. Parce que ceux qui sont au pouvoir, là, on les voit s'enrichir, s'engraisser, etc. Et d'autres sont là. Le roi du Nord. Comment? Le roi du Nord. Oui. Ils patientent jusqu'à la... C'est la démocratie du tour à tour, comme on dit en Kenya. Tour à tour, on dit tour à tour. Et entre-temps, la population? Voilà. Et ça, je crois que c'est cette mauvaise conception de la démocratie majoritaire. Nous voulons bien une démocratie basée sur les élections, mais pas que ce soit des élections qui mettent face à face des gladiateurs, à qui pourra poignarder l'autre le premier, et puis quand il le poignarde, il l'achève, et puis il prend. Mais ça, c'est l'origine du pouvoir politique dans la société humaine.
À l'origine, c'était ça. C'est le chef de guerre qui a vaincu tous les autres, qui les a passés au fil de l'épée, comme on disait à l'époque. Parce que quand tu as vaincu, il faut les achever. Même dans la Bible, regardez. L'Éternel dit à Israël, je vais vous donner ce peuple. Quand ce pays-là, vous allez l'avoir. Mais quand vous arriverez là-bas, il faudra, quand vous aurez vaincu, tuer tous les hommes de ceci, tout ça. Tuer. Mais c'est ça, c'est dans la Bible. Alors, c'est comme ça que naissent les chefs, les rois. C'est des chefs de guerre, des chefs de bande qui ont dominé les autres et qui ont institutionnalisé leur domination, qui en ont fait la maison royale une dynastie, ça va se succéder de père en fils, etc. etc. Merci, prof. Ça, c'est l'origine. Aujourd'hui, ça ne peut plus être ça. Aujourd'hui, la démocratie ne peut pas être la dictature de la majorité. Aujourd'hui, la démocratie doit être le pouvoir par le peuple. Et par le peuple, ce n'est pas par les 30% ou les 41% ou les 52%. Il faudrait exclure notre parti. Mais oui, parce que quand vous êtes 51%, il y a 49 autres qui sont des Congolais, mais qui sont contre votre arrivée. Oui, qui sont ignorés. Non, ils deviennent contre parce qu'ils sont ignorés. Voilà. Si ils avaient la chance d'être associés et que l'élection ne soit pas l'occasion d'accaparement, de confiscation du pouvoir et de tous les avantages du pouvoir que nous connaissons bien, à ne pas descendre trop bas pour en parler, les gens ne se sentiraient pas vraiment terminés, finis. Aujourd'hui, les élections ont chez nous l'allure d'une situation de vie ou de mort. Et surtout que là, on a vécu quand même une situation assez exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on a accordé la magistrature suprême à une famille, et du côté des législatifs, c'était tout un autre tableau, et on ne sait pas exactement... Ça, je crois que les électeurs congolais, le peuple congolais a très bien fait les choses. Est-ce que c'était Ils n'ont pas voulu... Non, les gens peuvent réfléchir aussi. Vous savez, il y a des bureaux de vote ou des circonscriptions où le président le candidat président a une très grande majorité, en tout cas un grand nombre de voix, et les candidats aux législatives qui le suivent en ont très peu, ou l'inverse. Ça montre que ces gens-là, ils les connaissent pourtant. Ils ont dit, bon, on va partager en fait le pouvoir. Il ne faut pas que le pouvoir soit entre les mains d'une seule famille. Je crois que ça, en cela, les Congolais ont très bien fait. C'est la meilleure des choses qui sont arrivées. Et quand ils ont fait ça, il faut maintenant respecter ça. Respecter, c'est-à-dire quoi? Comme c'est partagé, on va être là-dedans. Mais je dis, les deux personnalités ont très bien fait les choses en disant, bon, ça signifie qu'on va s'exclure, on va diriger ce pays en chien de faïence, en gladiateur, etc. Et qu'il vaut mieux que l'on se mette ensemble. Parce que l'idéologie de ce pays aujourd'hui, c'est quoi? C'est le développement. Il n'y en a pas d'autre. Le développement et le progrès social. Et devant le développement, les exigences du développement et du progrès social, il n'y a pas d'opposition de majorité. Est-ce qu'il n'y a pas Il y a les Congolais. Et toutes les forces politiques représentatives doivent se mettre ensemble, collaborer, travailler pour la population. Mais pour qu'on collabore ensemble, professeur, il faudrait qu'on ait un même entendement sur les textes fondateurs ou notre loi fondamentale, sur certaines questions. Je l'ai évoqué au début de l'émission, vous avez dirigé ces publications, État d'urgence, constitution et fonctionnement de l'État en République démocratique du Congo. C'est une publication des affinités scientifiques Auguste Mampoya Forever, ASBL, une structure qui vous soutient. Et vous dites dans les premières pages de cette publication que le président a été induit en erreur en ce qui concerne l'ordonnance décrétant l'état d'urgence. Non, je ne mets pas ça de cette façon-là. De toute façon, celui qui est au pouvoir, tous les profiteurs ou les candidats profiteurs, cherchons à l'induire en erreur. Je ne parle pas que du président de ce qu'il dit.
parler du président Kabila. Combien de gens autour de lui l'ont induit en erreur? Utiliser des dispositions légales pour flatter. Le président Mobutu, combien de gens autour de lui ne faisaient que l'induire en erreur? Donc ça, chaque fois qu'il y a le centre du pouvoir, dites-vous bien qu'il y a autour de ce centre des parasites qui cherchent à l'induire en erreur dans leur intérêt. Et malheureusement, il y a même la Cour constitutionnelle qui s'invite dans le débat et vous dites qu'elle a répondu, qu'elle a donné réponse à ce qui ne lui était pas demandé en faisant référence à l'ordonnance présidentielle. Donc, ça veut dire que l'ordonnance présidentielle, peut-être parce que faite dans l'urgence urgente, a eu, disons, le malheur de combiner deux fonctions à la fois, deux rôles à la fois. D'une part, la proclamation de l'état d'urgence et de l'autre, l'édiction des mesures d'état d'urgence. Or, logiquement, c'est deux choses différentes qui devaient procéder de deux ordonnances différentes. Voilà ce que nous disons. Malheureusement, ça a été fait ensemble. Et quand le président, au terme de la Constitution, demande à la Cour de se prononcer sur l'ordonnance, c'est en tant qu'elle édicte les mesures, et non pas en tant qu'elle proclame. C'est en tant qu'elle édicte les mesures. Le régime de l'ordonnance de proclamation est à part. C'est après cette ordonnance que les ordonnances édictant les mesures sont prises et soumises immédiatement à la Cour constitutionnelle. Or, la Cour a passé son temps à vouloir justifier la proclamation de l'état d'urgence, qui n'était pas nécessaire. Et je dis que le président ne l'a pas demandé non plus, même si on lit les termes de la requête du président, on ne voit pas ça. Il a demandé qu'on parle de la régularité de cette ordonnance d'état d'urgence, mais dans la matière, dans la substance, et non pas dans le principe de proclamation de l'état d'urgence. Le président n'a pas demandé à la Cour de voir si sa propre ordonnance était constitutionnelle. Non, c'est une ordonnance, mais dans la substance. Non pas dans le fait de proclamer l'urgence, mais dans les mesures qui avaient été prises. C'est ça le rôle de la Cour en vertu de l'article 145. Les ordonnances édictant les mesures sont soumises à la Cour pour qu'il dise si ces mesures sont conformes. C'est ça et même si les termes de la requête pouvaient être considérés comme un peu ambigus, mais c'est à la Cour de faire la sélection des choses et de dire son rôle est de s'attacher à la régularité des mesures. Donc, pour cette ordonnance-là, l'aspect mesure, pas l'aspect proclamation. Est-ce que les hauts magistrats se sont fourvoyés, vous m'excuserez du terme, se sont-ils trompés ou ils ont induit c'est vrai que le président en erreur? Eux-mêmes ont agi dans l'urgence urgente, parce qu'on était à l'extrême fin de la durée des 30 jours, la durée constitutionnelle de l'état d'urgence. Donc ils ont fait dans la précipitation, mais en même temps, je crois que ça a été bien fait. Donc faute à faute, il y a eu, et vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois, mais quelle est la porte de sortie? Comment éviter ce genre de bavure, même prochainement? Non, d'abord, quand vous dites, on regarde ça, il faut que le magistrat, le juge, joue son rôle. Son rôle, ce n'est pas de faire plaisir au président, ni à tout requérant. Son rôle, c'est vrai, peut-être donner satisfaction au requérant, mais en argumentant conformément au droit. Et je le dis, dans ce cas, il y avait moyen de le faire. Mais la Cour passe son temps à cet aspect qui n'était pas nécessaire, je viens de le démontrer rapidement, mais la démonstration est bien faite dans l'ouvrage. Elle a passé son temps à cela en utilisant une argumentation qu'aucun juriste vrai ne peut accepter. Je pense qu'ils ont compris après que ce n'était pas tout à fait ça. Ils auront on peut à leur actif dire qu'ils ont eu la pression de l'urgence. Mais non, l'argumentation juridique n'est pas convaincante du tout parce qu'il n'y a pas de motivation et toute décision de justice doit être motivée. Je dis ça, le climat qui a été créé est dû à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
à cet antagonisme créé par la conception traditionnelle de la démocratie. Beaucoup de gens, avant ça comme depuis, et surtout maintenant que a été destitué de son poste de premier vice-président l'honorable Kabound, les gens sont encore revenus. C'est le président qui est visé, il faut faire attention. Enfin, effectivement, qu'on en parle de plus en plus avec insistance. D'ailleurs, Kabound lui-même a dit qu'il a sauvé le président, qu'il quitte ce poste la tête haute. Comment a-t-il fait? Le Congrès avait-il pour finalité de destituer le chef de l'État? Donc, tout ça, ce sont les alentours de cette conception politique de bagarreur. On cherche le pouvoir pour soi-même, on écarte les autres. Du coup, on joue contre l'unité nationale. Hein. Quand vous écartez, vous jouez contre l'unité nationale. Je fais marquer au passage que la démocratie est intervenue dans l'histoire pour lutter contre l'exclusion, qui était le régime de l'ancien régime, le système de l'ancien régime, le système censitaire, le pouvoir entre les mains de l'aristocratie, il n'y a que qui élisait, etc., qui avait le droit de vote. Et on a dit non, la démocratie, c'est tout le peuple maintenant. Et aujourd'hui, on dit que la démocratie, ce n'est plus ça. C'est quand on exclut une bonne partie, là, ça va, du moment que nous avons eu un peu plus de voix qu'eux. Mais ça n'a jamais dit nulle part. Je sais que c'est dans les clichés qui sont dans les livres, mais ça, c'est pour les élèves. Quand on a lu ça et qu'on se met à réfléchir, on doit remettre en question les clichés de la science juridique constitutionnelle occidentale. Si on ne le fait pas, on n'est pas intellectuel du tout. On n'est pas intellectuel. Et là, je dis, moi, je suis en train de remettre en cause, et c'est depuis longtemps que je le fais. La voix ne porte pas, peut-être parce que je suis seul, mais il faut y aller. On ne peut pas rester sur cette fausse conception de la démocratie, parce qu'elle est venue de l'Occident, elle est automatiquement universelle. Mais professeur, et donc, on a vu par exemple dans cette affaire, on a eu l'impression que le président a même cédé au chant des sirènes de ceux qui lui faisaient croire que le Congrès était une machination contre lui. On a même appris des sources dignes de foi que cette ordonnance n'est arrivée à la Cour constitutionnelle que 3 ou 2 semaines après. Pourtant la loi... Non, il est arrivé très tard, bien plus tard que ça. Mais ça aussi, je dis ceci. Oui. Le président de la République n'est pas omniscient. Et il n'est pas obligé d'être omniscient. Le président de la République ne doit pas être un savant en tout. Il n'est pas obligé d'être savant en tout. Ce serait même étonnant. Il n'est pas obligé d'être constitutionnaliste. Il n'est pas obligé d'être constitutionnaliste non plus. Mais il a autour de lui des constitutionnalistes, des juristes, des virologues, etc., qui lui montrent les choses. Et je dis ceci, je le dis vraiment avec apaisement, parce que beaucoup de juristes sont quand même passés par mes mains, je les respecte. Je dis, là, les juristes de l'enceinte présidentielle ont failli à leur devoir. Quand le président dit qu'il a l'intention de proclamer l'état d'urgence, très bien, il a dû le leur dire. Il a dû dire, j'ai reçu le président de l'Assemblée, le président du Sénat et le Premier ministre, parce que je voudrais... Mais c'est en ce moment-là que les services devaient sauter en disant, Excellence, très bien, mais voilà ce que dit la Constitution. On va faire ça, etc. On ne le lui a pas dit. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas comment ça se passe là. La raison évoquée à l'époque était que les deux chambres avaient décidé de ne plus se réunir déjà bien avant même... Mais ça, c'est une situation de fait. Je vois, la Cour est revenue beaucoup là-dessus. Mais un juge ne peut pas se dire une circonstance de fait va primer sur la Constitution. C'est pas possible. Et une circonstance de fait qui était prise en vertu de quoi? Et la disposition de l'ordonnance, même après, parce qu'elle a été prise, la disposition de l'ordonnance qui interdit les regroupements de plus de 20 ne doit pas concerner le fonctionnement du Parlement, la maison du peuple. Non, nous le disons bien dans le texte. On explique comment on aurait pu faire. Et on a vu depuis, il fonctionne sans que ce soit à 500 ou à 100, mais il y a moyen d'aménager les choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas mettre en berne le Parlement pendant l'état d'urgence. On ne peut pas. Il doit être là du début à la fin. Non pas pour gêner le président, mais parce que c'est ce que demande la Constitution. Et puis parce que l'état d'urgence est un état d'exception. Comme état d'exception, il va porter atteinte aux droits et libertés des individus. Il ne peut pas le faire sur la base d'un acte de l'exécutif.
il faut qu'il y ait la loi. Toute atteinte aux droits et libertés doit être faite soit par la loi, soit en vertu de la loi. C'est ce qu'on a dans la Constitution elle-même. Lisez à chaque droit, dans le titre 2 là, à chaque droit on vous dit il peut être porté atteinte ici qu'en vertu de la loi. Et dans les documents internationaux le disent. Les États ont des devoirs effectivement, ils ont l'obligation de respecter les droits de l'homme, mais ils peuvent, en vertu de la loi, peut-être restreindre tel. Mais c'est ça. Comme l'état d'urgence vient restreindre, il faut qu'il y ait une loi. En tout cas, le rôle du législateur est important. Il ne faut pas qu'on ait dit au président, ces gens-là, c'est pour ceci ou pour cela. Mais surtout, s'il y a eu quelques faiblesses techniques dans la gestion juridique de cette situation, moi je dis c'est la faute des juristes. Vous avez raison quand vous venez dire, on vous dit vous les juristes, etc. Il n'est pas normal que devant avoir lu la Constitution, on laisse l'ordonnance du président traîner jusque 3 jours avant la fin de la durée. Et quant à la réaction même du président de la République, quand on a vu son porte-parole indiquer clairement c'est que les matières qui devraient être abordées, par exemple au cours du Congrès, il dit que vous ne parlerez que de l'état d'urgence et pas d'autre chose. Est-ce que cela est... Non, ça c'est pas un problème. Le Congrès, quand il est convoqué sur un ordre du jour. Et c'est le président qui dicte cet ordre du jour, qui dicte ça aux parlementaires. Ça, vous avez la solution là-dedans. Le président n'a pas à dire ça. Le président n'a pas à dire. Mais vous savez, c'est venu pourquoi? Parce que ceux qui, turiféraires ou profiteurs, veulent l'opposer à ses adversaires, disent attention, sinon ils vont encore récupérer le Congrès et tout ça. Mais quand on réunit les chambres, ce n'est pas nécessairement le Congrès. Et là, il y a des questions très techniques, comme par exemple la demande de la prorogation, l'autorisation de la prorogation. La lettre du président avait demandé une résolution autorisant la prorogation. Ce n'est pas le président qui a dit ça. Mais non, vous savez, président, il y a moyen de... C'est certainement ça. Eh bien, il n'y a pas moyen de... Au terme de la Constitution et selon l'esprit de la Constitution, c'est une loi qui fait ça. La loi l'a fait. Le président n'a pas été inquiété pour autant. Et il a... moi, je me rappelle quelques juristes qui avaient soutenu la résolution et tout ça dans les réseaux sociaux. Et puis, quand on élabore la loi, ils disent, mais voilà, le président a demandé la résolution, pourquoi ils ont fait la loi? Donc, c'est encore un acte de rébellion. Enfin, depuis quand une institution... Tout ça, on attise. Depuis une institution qui exerce ses prérogatives, on dit que c'est un acte de rébellion contre une autre institution. C'est vrai, c'est une institution suprême. Attends. Oui, allez-y, oui, parce qu'on a beaucoup de temps. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit des gens. Ce système de collaboration, qui se traduit aujourd'hui par la coalition, a été bien pensé par ses initiateurs. Parce que le président Tshisekedi a bien compris, il a vécu longtemps en Europe. Il fréquentait beaucoup la France. Nous, les Congolais qui vivent ici, connaissent les réalités de la vie politique française, bien plus que les réalités d'ici. Lui qui était à côté, qui fréquentait, il avait compris. Il avait cette expérience dont je parle, le président Mitterrand, qui est resté pendant un temps. Le président Chirac lui-même, à son tour, il est resté pendant un temps sans rien faire, parce que c'était le gouvernement socialiste. Eh bien, il s'est dit, j'ai tout de même derrière moi tous les combattants, tous les cadres de l'UDPS depuis des années. J'arriverai au pouvoir sans qu'ils aient un ministre au gouvernement. On va collaborer. Mais c'est très bon ça. Mais dans cette collaboration... C'est comme ça qu'il a pu avoir... La crispation, vous voyez, elle est ambiante. Il n'y a pas de crispation. Et mutuelle. Il n'y a pas de crispation. Est-ce qu'il faut pas mettre fin à cette alliance? Il n'y a pas de méfiance. Il n'y a que la méfiance affichée par les cercles dont je parle. Quelle sera la conséquence si jamais on décidait, on venait à mettre fin? Non, mais il ne faut pas que les uns et les autres exacerbent les gens d'en face et tout ça. Parce que l'FCC peut vous dire, ah, vous voulez la fin de la coalition, bien on y va. Quelle sera la conséquence du si on met fin à la coalition, on revient au résultat du 30 décembre 2018. On va identifier la majorité? On n'identifie pas la majorité.
J'ai entendu dire ça, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des gens sérieux dire c'est terminé maintenant, que l'AFCC, ça n'a rien à voir, l'AFCC n'était qu'un élément. À supposer même que tous les députés de l'AFCC quittent. L'AFDC quitte le FCC, il y aura encore une majorité, etc. Ils disent non, la Cour a dit. Moi, je n'ai pas lu d'arrêt de la Cour dans ce sens. La Cour a dit que le FCC et le CACH ne sont pas des regroupements politiques, donc c'est fini, c'est terminé la coalition. Non. Non. Les élections ont été faites entre des regroupements politiques qui sont reconnus par la loi électorale, etc. Et les candidats se sont inscrits en tant que candidats de tel regroupement, etc. Et il n'y a que pratiquement l'UDPS et le PPD qui ont voulu se présenter comme tel, mais dans l'esprit de regroupement aussi. À partir de ce moment-là, ce sont les regroupements, ce ne sont pas les partis. Hein. Les partis peuvent maintenant partir, ils ne partiront pas. En partant, ils quittent le regroupement qui a eu tel nombre de députés. En partant, ils perdent leur mandat. Donc, les gens ne réfléchissent pas. Hein. En cas de coalition, on réforme le gouvernement, le FCC forme le gouvernement seul. Si c'est la cohabitation, le FCC devrait former seul le gouvernement. Je ne suis pas sûr que ce soit la volonté du président de la République, ni même celle de son prédécesseur. Donc, il faut continuer cet esprit-là. Et nous allons plus loin. Nous avons amorcé cette question, cette problématique à la fin de l'ouvrage. Il faut arriver à un système où, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on n'exclut pas une force politique représentative. Je vois aujourd'hui, selon les résultats, le PPD, l'UDPS, l'UNC à un moment donné, ils sont quand même encore un certain nombre de députés, la FDC, je crois, le PALU, etc. Je les vois, le MLC, je les vois tous Congolais se mettant ensemble pour travailler ensemble, conjuguer leurs intelligences, leur énergie pour le développement de ce pays. Même si on dit le PALU, quelle différence idéologie y a-t-il entre le PALU et les autres? On a fini malheureusement, professeur. Non, je voulais dire, donc, pour terminer, il faut que les farceurs arrêtent. Il y a beaucoup de farceurs. Ils incitent, à la fin de la coalition, ils incitent le président à mettre fin. Je suis certain qu'il ne les écoute pas, parce qu'il est là et il tient, lui aussi, à cette coalition. Non pas pour lui seulement, mais pour ce pays. Je vous dis, si le jour où nous mettons en place les structures, la conception et les structures de la démocratie électorale, hein, mais consociative, consensuelle, et ce jour-là, nous pouvons dire que les bases institutionnelles pour le décollage de ce pays sont posées. Parce qu'en ce moment-là, toutes les intelligences, des grandes forces politiques, toutes, il ne faut pas avoir peur de le dire, toutes les communautés composant notre pays, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de nos partis ont tout de même la plus grande partie de leur base dans des communautés régionales. Ce n'est pas une honte. Moi, je ne suis pas honteux quand on parle de cela, de province ou même d'ethnie. Je n'ai pas honte du tout. Un parti politique, c'est quelque chose d'artificiel. Tandis que la province et l'ethnie, c'est ça la vie des gens. Il faut tirer le meilleur de ces notions-là et l'intégrer dans notre conception, notre vie politique. En ce moment-là, tout le monde sera ensemble. En tout cas, tous ceux qui le représentent de manière significative seront ensemble et les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire de nos populations, là où ils vivent, seront représentés. En 30 secondes, je voudrais, en tout cas, professeur, parce qu'on va vraiment déborder, vous pouvez regarder votre caméra, elle est en face de vous, vous adressez à la classe politique, à l'opposition, tout comme à la majorité, à la coalition au pouvoir, au président Tshisekedi. Vous avez le temps de parler à tous ceux qui vous regarderont sur nos antennes et sur les antennes des médias. Je commencerai par le bas, c'est-à-dire la population, la classe politique, que je vais montrer au sommet. Par le bas, je voudrais tout simplement dire qu'on arrête de jouer au pyromane. Chercher à faire que les choses flambent, inciter le président de la République, inciter ses adversaires à la rupture
la rupture de la coalition serait un mauvais départ pour ce pays et un nouveau cycle d'incertitude, d'insécurité, etc. Je ne sais pas quel est l'intérêt que ces gens poursuivent, sinon peut-être des intérêts étrangers. Beaucoup sont avec des milieux étrangers dont ils vivent. Il est possible que ce soit dans ce sens-là. Mais les vrais Congolais, et ils n'aimeraient pas qu'il y ait ça, les vrais Congolais, le Congolais moyen que je suis professeur d'université et tout ça, mais moi, dans ma mentalité, c'est celle du Congolais, du patriote. Je n'aimerais pas voir ça. Parce que j'ai déjà dit à quelqu'un l'histoire de nos poissons qui veulent que les dirigeants s'entendent. Hein? Les poissonniers disent non, les poissons, il n'y en a plus, puis c'est Boy Kobima et tout ça. On dit, mais pourquoi non, il faut qu'ils s'entendent là-haut, quand il y avait des tiraillements et tout ça. Moi, je dis, mais même nos poissons veulent qu'il y ait l'harmonie. Et donc, notre mentalité à nous, Congolais, notre culture et même notre intérêt, c'est qu'il y ait cette harmonie-là. Alors, à la classe politique, parce que ce sont surtout eux, qu'ils oublient ce genre de choses. Profiter du pouvoir au détriment des autres et peut-être même au détriment des intérêts vrais de leur chef. Dans tous les cas, hein. Parce que ce que je dis là, je l'ai dit souvent aussi pour les gens du FCC, de part et d'autre, on aimerait que le chef, à leur profit, fasse un coup d'État, d'une manière ou d'une autre. Ils ne le disent pas, mais ils le poussent à un coup d'État. Comme ça, ils vont continuer de jouir des bienfaits, des prébendes et tout ça. Ça se faisait avec les gens du FCC. Ça se fait maintenant avec les autres TIFRR, qui poussent le président. Que le président fasse tout ce qu'ils disent là, il fait un coup d'État. Aux deux personnalités, là je vais vraiment les regarder en face. Moi je vous félicite pour avoir fait ce que vous avez fait. Et nous allons cristalliser cela. Nous voudrions que cela soit cristallisé. Que dans notre pays, la démocratie ne soit plus le vainqueur à gagner, les autres rentrent chez eux. Que la démocratie soit toutes les forces représentatives. Et là, on aura le gouvernement par le peuple. Toutes les forces représentatives, les plus significatives, se mettent ensemble pour la mise en œuvre de la seule idéologie qui vaille dans ce pays, c'est-à-dire le développement de ce pays. Et l'homme d'État que vous êtes l'un et l'autre, c'est celui qui ne pense pas aux petits intérêts électoraux ou aux intérêts des partisans, qui peut même aller à l'encontre des intérêts des partisans et à l'encontre des intérêts électoraux immédiats. Pensez nation, pensez État, parce que au niveau où vous êtes, vous représentez l'un et l'autre. Et vous êtes aussi professeur d'université, c'est-à-dire que vous encadrez beaucoup de jeunes. S'il y a aussi une position à conseiller à la jeunesse, toujours face à la caméra. Mais tout ce que je dis là, je crois que les jeunes qui m'écoutent vont trouver le bien fondé. Ils n'ont pas intérêt à suivre ceux qui aujourd'hui incitent à la haine, etc. Parce que ça va continuer. Ils vont continuer de discuter, les politiciens vont continuer de discuter politique entre eux. On aura un nouveau mandat qui se terminera sans qu'il n'y ait rien. Il ne faut pas oublier qu'on est à 3 ans et demi du mandat du président de la République. Si on continue de l'entraîner dans ce genre de débat, il n'aura pas fait son programme, il n'aura pas réalisé. Moi, je ne voudrais pas parler en termes de programme du président, parce qu'il est à la tête de l'État, et dans la coalition, ils ont un programme de la coalition. Et quand les gens me disent, les autres torpillent le programme du gouvernement, du président, je dis non, moi je ne vois pas. Il ne devrait pas y avoir un programme du président. Ils sont dans la coalition a un programme sur la base duquel elle s'est formée et qu'elle applique par son gouvernement. Voilà, ça s'arrête là, par son parlement et son gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, qu'on n'aille pas attiser votre président. On est en train de torpiller votre programme. Non. Merci. Le président l'avait dit lui-même, il a été le premier à parler du programme commun, le président Tshisekedi, à Windhoek. J'ai dit heureusement qu'il y a cette idée-là. Si c'est un programme commun, il n'y a pas de programme du président qu'on torpillerait et le programme des autres. C'est ce programme-là. Tout le monde se met au service de ça et on reste dans la paix, la quiétude. On peut développer ce pays, penser aux problèmes de développement et non plus seulement à la politique. Il faut donc arrêter avec ce cycle infernal des débats stériles et se concentrer au plus important, qui est donc le bien-être de tous, le développement et le progrès
social. Le programme de ce soir est terminé. Professeur Auguste Mampouya, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions. L'ouvrage, on le trouve où? Il est disponible en ligne ou En ligne, non, mais vous connaissez mes collaborateurs, mon collaborateur principal, et puis les jeunes gens membres de cette ASBL qui s'en occupent. L'assistant Trésor Lungungu qui a collaboré à cet ouvrage, qui a coordonné les travaux de l'ASBL, la CEMAF, et les gens qui me connaissent, qui ont mes coordonnées, ou ceux de Trésor Lungungu, peuvent demander. Ils peuvent carrément nous contacter aussi s'ils sont intéressés. Qui sont en contact avec moi et que nous n'avons pas de bureau, une sorte de maison d'édition ou de librairie pour les vendre. Voilà. L'ouvrage s'intitule donc État d'urgence, constitution et fonctionnement de l'État. $15. Voilà, $15, vous pouvez vous en procurer, pas chez moi, mais vous pouvez passer par moi. Christopher Ochuku, merci beaucoup d'être venu. Merci pour poser des questions au professeur. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui a participé à la production de cette émission que vous allez sans doute retrouver ici chez nous, sur des médias partenaires, également sur des chaînes YouTube. On vous retrouve très prochainement pour une autre production. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.